Dans la deuxième partie de cette masterclass, nous avons discuté des principes de l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets WAND, l'outil qui hiérarchise chaque risque en fonction de son importance ou de son risque. Maintenant, nous allons examiner quelques études de cas virtuels, quelques hypothèses. Regardons une réaction simple chez un fabricant d'API. La première étape consiste à créer une carte de flux de processus et à expliquer un peu le processus. Si la réaction commence à une température trop élevée ou si une température supérieure à X degrés Celsius est maintenue pendant plus d'une heure avant l'ajout d'acide, il y a un déséquilibre dans les types de formes cristallines dans le produit, ce qui affecte sa stabilité dans le temps. Si la réaction ne démarre pas dans les 3 heures après avoir atteint des températures de X degrés Celsius ou moins, le même déséquilibre des formes cristallines se produit. Maintenant, examinons nos modes de défaillance potentiels sur le formulaire FMEA. D'abord, que la réaction ne démarre pas automatiquement. Deuxième, que la réaction commence à une température trop élevée. Et troisièmement, que la réaction commence automatiquement, mais plus de 3 heures après avoir atteint X degrés Celsius. Maintenant, examinons les causes potentielles d'échec. Tout d'abord, pour l'échec du démarrage automatique de la réaction, le thermocouple pourrait être en panne. Deuxièmement, la pompe à acide pourrait ne pas répondre au signal provenant du thermocouple. Et en troisième lieu, le flux de refroidissement pourrait échouer. Il pourrait y avoir d'autres causes, mais c'est probablement suffisant pour commencer. Que diriez-vous du mode de défaillance numéro 2? La réaction commence automatiquement, mais à une température trop élevée. Quelles sont ses causes potentielles? Il se peut que le thermocouple lise incorrectement, peut-être à cause d'un problème d'étalonnage, ou que la pompe à acide se déclenche sans signal, et ainsi de suite. D'un point de vue de la sévérité, les 3 modes de défaillance identifiés pourraient obtenir 5 sur une échelle de 5, conduisant à un produit instable, ayant un effet négatif sur les patients, conduisant à un rappel de produit, toutes conséquences très graves. Et qu'en est-il de haut pour occurrence? Eh bien, une expertise en ingénierie locale est nécessaire pour faire ces jugements, mais, généralement, nous pouvons conclure que tout ce type d'équipement est assez fiable. Nous pourrions les noter à nouveau 1 ou 2 sur une échelle de 5 points car nous ne pouvons pas mélanger et assortir dans le FMEA. Alors, qu'en est-il des contrôles actuels et de la probabilité de détection? Eh bien, vraiment, il n'y a pas assez d'informations pour faire des estimations de tout cela, ce qui souligne combien il est important d'avoir la bonne équipe, dont certains ont les connaissances appropriées. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous saurions certainement si la réaction ne commençait pas du tout. Nous aurions 100% de chances de le détecter, et cela serait de 1 sur l'échelle de détection. Si la réaction a commencé à une température trop élevée ou est maintenue trop longtemps au-dessus de X degrés Celsius, nous n'aurions aucune chance de détection par des tests de produits finis car l'effet ne se manifeste qu'avec le temps. Donc, la probabilité de détection se concentrerait autour de l'équipement, la surveillance, les alarmes, les dispositifs de sécurité intégrés et les sauvegardes. Seulement si tous ces détails sont connus, le formulaire peut être complètement rempli et savoir où diriger les actions correctives. Maintenant, regardons un deuxième exemple. Considérez une valve de non-retour sur une ligne de drainage de cuve de fabrication se connectant à un drain commun malodorant. En se référant à l'AND pour quels sont les modes de défaillance potentiels, tout d'abord, que le processus ne se termine pas car la valve échoue en position fermée et que le navire ne peut pas être vidé. Deuxième, que le processus soit contaminé par un reflux provenant du drain parce que la soupape unidirectionnelle échoue ouverte. Donc, en évaluant leur gravité, S, probablement 4 sur une échelle de 5 pour les deux. Qu'en est-il de la probabilité d'occurrence? Eh bien, même avec des connaissances en ingénierie limitées, les clapets anti-retour peuvent être considérés comme des dispositifs assez primitifs, qui dépendent de la gravité ou d'une faible action de ressort pour se fermer lorsqu'il n'y a pas de flux sortant.
Ils peuvent rester bloqués ouverts si des particules descendant par la canalisation empêchent une fermeture complète, et ils peuvent rester bloqués fermés si des matériaux descendant par la canalisation empêchent la valve de se lever. En conséquence, nous pourrions donner 3 ou même 4 à leur probabilité d'occurrence. Maintenant, regardons la détection. Nous saurions si la valve était bloquée dès que nous lancerions un processus. On suppose que cela devrait être un 1 sur l'échelle. Mais ne serait-il pas préférable que nous ayons un avertissement précoce afin que ce ne puisse vraiment pas être un 1? Il faudrait que ce soit plus proche de 3 car nous perdrions du produit et interromprions la chaîne d'approvisionnement. D'autre part, la probabilité de détecter une vanne qui a échoué ouverte est très faible car elle nécessite une vérification manuelle. Et surtout, les blocages de ce genre se résolvent d'eux-mêmes dès que l'ajusteur met une clé dessus. Donc, dans ce cas, le résultat pourrait être un produit contaminé, un risque potentiel pour le patient avec très peu de chances de le détecter, et cela devrait être 5 sur l'échelle de détection. Le résultat concret est que nous savons où diriger notre attention en complétant et en évaluant cette simple angle. Comme dernier exemple, disons que nous avons décidé de réaliser une AMDEC sur un processus de fabrication de produits stériles. Dans toute installation de fabrication aseptique, tout le personnel intervenant dans les zones protégées par un flux laminaire de classe A unidirectionnel, ou comme on l'appelait auparavant, est tenu de désinfecter fréquemment leurs mains avec des désinfectants approuvés. Le titre de l'AMDEC est la désinfection des mains de l'opérateur lors du traitement aseptique. Comme nous le verrons, il y a certaines décisions à prendre concernant la portée de ce processus, mais commençons le formulaire FMEA avec 3 modes de défaillance. Premier, pas de désinfectant actif dans les bouteilles. Deuxième, la mauvaise concentration de désinfectant dans les bouteilles. Et en troisième, un désinfectant contaminé microbiologiquement. Donc, dans la colonne de gravité où est-ce pour Severity, tous sont assez graves, 5 sur une échelle de 5 points, car ils pourraient entraîner la contamination de matériel précédemment stérilisé et aboutir à un produit non stérile sur le marché. Quand il s'agit de causes potentielles, eh bien, nous n'avons tout simplement pas assez d'informations. Nous avons vraiment besoin d'une carte de processus pour comprendre comment les fournitures de désinfectants en vrac sont approuvées, de la réception des désinfectants en vrac jusqu'à leur distribution en production, leur dilution, leur concentration correcte, leur stérilisation, jusqu'à leur distribution dans les bouteilles pulvérisatrices. Alors, une branche majeure dans le schéma de processus pourrait être là où les bouteilles à pulvérisation sont retirées, nettoyées et restérilisées, prêtes à être remplies à nouveau. Donc, ils ont une chaîne d'événements et devraient examiner chaque étape de la chaîne pour sa vulnérabilité. Disons que le désinfectant est stérilisé par filtration, et les filtres sont testés d'intégrité par une méthode manuelle ou automatique. Et les stocks stériles et non stériles sont séparés et identifiés par des étiquettes qui peuvent être générées manuellement ou imprimées à partir de l'ordinateur avec de l'encre permanente ou de l'encre soluble dans le désinfectant. Pour trouver les réponses, il est clair que nous avons besoin d'un diagramme ou d'une carte de flux de processus, et nous avons besoin d'une connaissance approfondie du processus pour laquelle FMEA a besoin d'une équipe. Il faut les bons membres d'équipe avec la bonne connaissance détaillée du processus. Pour gérer le risque dans quelque chose d'aussi apparemment très simple que la désinfection des mains dans une entreprise septique, il peut y avoir des risques qui impliquent un champ d'action beaucoup plus large que ce qui est fait dans la salle de remplissage aseptique. La gestion des risques en utilisant la FMEA est une technique qui, lorsqu'elle est correctement appliquée, aide à prévenir les problèmes bien avant qu'ils ne surviennent, ce qui est bien mieux que de découvrir que votre approvisionnement en isopropanol a été contaminé par des spores ou des bacillus chez le fournisseur après avoir détecté une contamination dans votre salle blanche, n'est-ce pas ?